Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du flot géodésique comme cas particulier de loi de la mécanique classique d'après Hamilton. Il s'agit du chapitre 19.3 dans ce cours de physique mathématique, voilà, que vous trouvez sur internet, note de cours de physique mathématique. C'est la version du 8 novembre 2020. Donc nous avons déjà parlé dans les chapitres précédents des équations de mouvement de Hamilton, du cas de la mécanique, et maintenant un cas particulier, c'est le cas du flot géodésique. Allons voir ce chapitre 19.3. Donc la dynamique du flot géodésique est un problème très important en physique, mais aussi en mathématiques, en géométrie. On va commencer par l'illustrer dans le cas d'une sous-variété de Rn, de l'espace euclidien Rn. Ce qu'on peut penser comme cas très simple, c'est une surface dans R3, par exemple, cette surface ici, dans l'espace R3, la surface de ce vase. Intuitivement, le flot géodésique, une trajectoire géodésique, est le mouvement d'une particule libre sur une sous-variété de Rn, dans un espace donné. Donc libre signifie une particule qui ne subit aucune force, mais seulement elle a la contrainte de rester sur cette sous-variété. Et on va commencer donc par le cas justement de sous-variété de l'espace euclidien Rn et donner une formulation newtonienne de cette dynamique de flot géodésique. Voilà, donc la figure qui va avec notre explication, c'est cette figure. Donc là, il s'agit de la surface, d'une surface donnée dans l'espace R3 euclidien. Et la dynamique, c'est la dynamique d'une particule qui se déplacerait librement, sans frottement, sur cette surface. Donc elle est contrainte de rester sur la surface, mais elle avance le plus droit possible. Et voici la définition. Alors, on considère M une sous-variété de Rn, de l'espace euclidien Rn, une sous-variété C infini, lisse, de dimension D. Pensez par exemple, dans le cas D égale 2, M est une surface et N égale 3, donc M serait une surface dans R3. Donc, de façon générale, pour un point X de cette variété M, on note P de X, le projecteur de l'espace total Rn sur le plan tangent au point X, le projecteur orthogonal. Donc voici, par exemple, sur cette figure, en ce point X donné, eh bien, on considère le plan tangent Tx de S à la surface, et le projecteur, c'est un projecteur de R3 qui projette les vecteurs de R3 sur ce plan tangent. On note ce projecteur P de X. Et alors, on peut donc donner la définition suivante. On dira qu'une trajectoire quelconque, donc un point sur la surface paramétrée par le temps, x de t, on dira que cette trajectoire est une géodésique si, à chaque instant, lorsque vous regardez la dérivée seconde de la position par rapport au temps, qui est donc un vecteur de Rn, et que vous le projetiez sur le plan tangent, il faut que ce soit 0. Autrement dit, la dérivée seconde de la position dans Rn, c'est ce qu'on appelle l'accélération, et en projetant, on a ce qui s'appelle l'accélération tangentielle, c'est la composante de l'accélération sur le plan tangent. Il faut que cette accélération tangentielle soit nulle. Donc c'est la définition d'une trajectoire géodésique. Essayons de donner une interprétation intuitive à partir de cette surface. Donc ici, M, c'est la surface S dans R3, et on prend une trajectoire qui est ici en pointillé, cette trajectoire. Vous voyez, eh bien, en chaque point, on a le point X qui dépend du temps, le point X de t se déplace avec le temps, c'est une courbe paramétrée. Et ce qu'on appelle V, c'est la vitesse. V, c'est dx sur dt en chaque point. V, la vitesse, est un vecteur tangent à la trajectoire. Donc c'est un vecteur qui est dans le plan tangent à chaque instant. Maintenant, l'accélération, d de x sur dt2, c'est pareil que dv sur dt. Et la condition que l'on souhaite exprimer, c'est que la projection de dv sur dt soit nulle.
donc la composante de dv sur dt sur le plan tangent soit nulle. Eh bien, comment on peut le penser? Eh bien, quand vous passez d'un point à un autre, le plan tangent, vous voyez, bouge. Et par exemple, il est passé de ce plan au plan qui est inférieur. Et dv sur dt, c'est la variation du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse était sur le premier plan tangent, c'était le vecteur v. Il passe sur le deuxième plan tangent au point x', c'est le vecteur v'. Et ce que l'on souhaite, c'est que la variation dv sur dt, qui est représentée ici par, la variation, c'est v' moins v, hein, c'est dv, et on veut que la projection de dv sur dt soit nulle, autrement dit, que dv, ici, la variation, soit orthogonale au plan tangent. Et voilà, donc c'est cette condition. Ça signifie quoi? Ça signifie que, en gros, le vecteur vitesse, bien sûr, change parce que comme c'est une surface, eh bien, le vecteur vitesse est obligé de changer. Disons, la particule ne peut pas avancer en ligne droite dans l'espace, mais ces variations sont minimales au sens où il n'y a pas de variation dans le plan tangent. Il n'y a que des variations normales au plan tangent. C'est ce qui exprime cette condition d'être une trajectoire géodésique. En physique, on dira que c'est la trajectoire qui va le plus droit possible sur la surface avec la condition d'appartenir à la surface. Donc nous venons de donner la définition. Maintenant, nous allons continuer à donner des interprétations et faire des remarques générales. Eh bien, première remarque, c'est le déterminisme que l'on démontrera rigoureusement un peu plus loin, mais qui dit la chose suivante, c'est que, étant donné un point x à l'instant 0 sur l'espace M, ici sur la surface, et une vitesse initiale à l'instant 0, donc par exemple ce vecteur vitesse, eh bien ça détermine de façon unique une géodésique qui passe en ce point et pour qui la vitesse est égale à V0. Et ça détermine les points futurs de façon unique. On démontrera ça. Et précisément, on démontrera que cette équation de condition d'être une trajectoire géodésique, ça détermine un champ de vecteurs sur le fibré tangent à l'espace M. Or, on a vu qu'un champ de vecteurs détermine par intégration un unique flot, un unique ensemble de trajectoires. Voilà, et donc un point de l'espace tangent, c'est justement un point sur la variété et un vecteur vitesse associé. Donnons maintenant une interprétation physique de l'équation géodésique. Eh bien, comme on l'a dit, d2x sur dt2, c'est l'accélération dans l'espace euclidien total, et la projection P donne la composante tangentielle de l'accélération de la trajectoire. Et donc, cette condition que soit nulle signifie que l'accélération tangentielle est nulle. Or, d'après la loi de Newton, l'accélération fois la masse, c'est la force. Donc ici, ça signifie que la force est nulle, la force tangentielle est nulle, donc la particule ne subit aucune force tangentielle. Autrement dit, dans l'espace M lui-même, la particule est libre, malgré qu'elle ait une contrainte de rester dans cet espace M, dans cette variété M. Voilà, on peut dire de façon approximative que la particule va le plus droit possible dans la sous-variété. Une façon de réaliser le flot géodésique sans faire de calcul, donc de se l'imaginer, c'est de prendre, par exemple, si vous avez une surface, ici ce vase, eh bien vous prenez un ruban de scotch que vous posez initialement en un point donné, et avec la direction qui est la vitesse initiale donnée, et vous posez le ruban de scotch de façon délicate, sans pli sur la surface. Eh bien, vous allez voir que c'est déterministe, c'est-à-dire que le ruban de scotch décide lui-même de là où il doit se mettre. Vous n'avez plus de choix à faire, et il va suivre la trajectoire géodésique. Pourquoi? Parce que si vous faisiez la même expérience sur un plan, sur une table, vous êtes d'accord que le ruban de scotch se mettrait selon une droite. Et les droites, c'est bien les géodésiques sur le plan R2. Et bien, pour la même raison, il va suivre, le ruban de scotch a été fait de façon à suivre une droite,
et bien donc dévier ni à droite ni à gauche, et donc en le mettant sur une surface courbe, il va dévier ni à droite ni à gauche, autrement dit, son accélération tangentielle sera nulle. Il va donc résoudre cette équation. Je vous invite donc à cliquer sur ce lien vidéo pour voir un ruban de scotch qu'on pose sur une surface et qui suit le flot géodésique. Et dans cette vidéo, vous remarquerez les choses intéressantes suivantes, c'est que dans des zones comme ici à courbure négative de la surface, eh bien, vous voyez les trajectoires partant d'un point initial et de direction initiale un peu différentes, eh bien, ont tendance à s'éloigner très vite les unes des autres. On dit qu'il y a sensibilité aux conditions initiales dans des zones où la courbure de la surface est négative. On verra ça plus en détail plus loin. Par contre, dans des zones où la courbure est positive, comme ici, eh bien, les trajectoires ont plutôt tendance à osciller l'une par rapport à l'autre. Et une remarque, puisque là on est dans le paragraphe remarque générale, c'est que si on ne savait pas que on est sur une surface à courbure variable, imaginez qu'on croit que la surface ici est plate, et bien lorsqu'on regarde cette trajectoire par rapport à celle-là, on a l'impression qu'elles se repoussent l'une par rapport à l'autre, comme s'il y avait une force de répulsion. Et bien on peut montrer en effet que l'effet d'une courbure négative sur des particules libres, sur des géodésiques, est équivalent à un effet de force répulsive sur un espace plat. Et de façon complémentaire, eh bien, un effet de courbure positive sur des géodésiques dans une zone à courbure positive est équivalent à l'effet d'une force attractive entre des trajectoires sur un espace plat. Bon, on parlera de ça un peu plus loin. C'est la remarque qu'on voulait faire ici et qui a probablement inspiré Einstein pour lorsqu'il a voulu révolutionner donc, les lois de la dynamique de Newton concernant la gravitation. Et il a montré que il a remplacé la formulation de Newton qui était que il y a une force attractive entre la Terre et le Soleil dans un espace euclidien R3 par le fait que la Terre est libre de se déplacer dans l'espace, donc elle suit une géodésique, mais simplement cet espace, l'espace-temps, est courbé, il n'est pas plat, et par conséquence, la Terre tourne autour du Soleil. Mais il n'est pas directement, dans la formulation d'Einstein, la Terre n'est pas directement attirée par le Soleil, si simplement le Soleil, par sa masse et son énergie importante, déforme l'espace-temps, lui donne une courbure, et la Terre se déplace librement, en quelque sorte, elle suit une géodésique, mais cette géodésique tourne autour du Soleil. Voilà, une autre remarque, un exemple très simple qu'on aurait pu faire avant, c'est que, on l'a dit, sur une surface plate, le plan par exemple, et plus généralement dans l'espace euclidien, R3 ou R4, les géodésiques sont des droites. Il n'y a aucun problème pour qu'une trajectoire avance en ligne droite dans un espace euclidien. Par contre, sur une surface courbe, ce n'est pas le cas, mais il y a des cas très simples. Par exemple, sur la sphère S2, la sphère complètement symétrique, les géodésiques sont des grands cercles. Par exemple, partant du pôle nord, une géodésique va rejoindre le pôle sud en suivant un méridien, et ensuite revenir au point de départ. Autre chose qu'on verra plus tard, et qui est important concernant les géodésiques, c'est que si vous considérez un chemin arbitraire, un point qui bouge de façon arbitraire sur l'espace M, autrement dit un point x de S paramétré par S, qui rejoint un point initial x de 0 qu'on appelle A et un point final x de t qu'on appelle B, et bien parmi tous les points qui vont de A à B en un temps fixé t, la géodésique est parfois le chemin le plus court. Mais de façon générale, c'est un point critique pour la longueur du chemin, donc l'intégrale, la longueur du chemin, on l'a vu au paragraphe précédent, c'est l'intégrale de la norme de la vitesse le long du chemin. Et dire que la géodésique est un point critique, ça veut dire que cette fonctionnelle a une dérivée nulle lorsqu'on perturbe, lorsqu'on dérive par rapport au chemin. Donc on précisera cette formulation un peu plus loin. Mais ce n'est pas seulement la longueur qui est un point critique qui réalise
pour lesquels la géodésique réalise un point critique, c'est aussi l'intégrale de la norme carrée de la vitesse, et donc c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique de la trajectoire. Donc autrement dit, la géodésique est un point critique pour la fonctionnelle énergie cinétique, mais aussi pour la fonctionnelle longueur. Le cas particulier, c'est que voilà, quand deux points sont suffisamment proches, eh bien la géodésique est le chemin le plus court entre les deux points A et B. Voici une illustration de ce que l'on vient de dire. Prenons une sphère dans R3, la sphère S2 dans R3. Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, partant d'un point initial A, avec une certaine vitesse initiale, qui est tangente à la sphère, eh bien, une trajectoire géodésique consiste à partir dans cette direction et dévier le moins possible, ni à droite ni à gauche, et ça donne comme ça les grands arcs de cercle sur la sphère. Donc partant du pôle nord, on rejoint le pôle sud, etc. Puis le point revient et va retourner au point de départ. Et donc les géodésiques sur la sphère sont des orbites fermées, des orbites périodiques. En particulier, vous observez que si vous faites un bout de géodésique assez court, qui relie deux points A et B, eh bien, la géodésique entre A et B est le chemin le plus court qui relie A et B. Un chemin quelconque qui va de A à B sera forcément plus long que la géodésique. C'est le même cas dans le plan. Par exemple, pour aller de A à B dans le plan, y aller le plus droit possible, c'est aussi suivre le chemin le plus court. Mais ce n'est pas toujours vrai sur une sphère. Par exemple, si vous continuez la géodésique partant de A, donc vous faites un grand arc de cercle, ça c'est une trajectoire géodésique, et si vous dépassez un demi-tour et que vous arrêtiez au point B, eh bien la géodésique qui va de A à B, ici, ce n'est pas le chemin le plus court. En effet, le chemin le plus court est cet arc de géodésique. Voilà. Mais en général, une géodésique, ce n'est pas forcément le chemin le plus court, autrement dit un minimum local pour la fonctionnelle longueur, mais c'est un extrémum, c'est un point critique pour la fonctionnelle longueur. Donc dans cet exemple, cette géodésique est en fait un maximum local. En effet, si on perturbe un petit peu, vous voyez qu'on peut réduire le chemin, la longueur du chemin.